Et salut à tous, ici Codude, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette première vidéo d'analyse de replay. Le but de la vidéo est à la fois de faire progresser Kokazi, notre joueur du jour, qui nous a aimablement soumis ses replays, mais également de donner des clés plus générales qui pourront être utilisées par tout le monde. Tout le monde peut progresser et analyser ses propres replays pour s'auto-corriger, à partir du moment qu'il est équipé d'un cerveau et d'une réflexion. On est tous capables de voir et de comprendre les fautes qu'on commet dans nos games, et je crois qu'on peut monter à 2000 d'élo sans l'aide de personne si on est un travailleur acharné. Alors à quoi je sers dans tout ça ? Eh bien mon approche n'est pas de lister les erreurs commises, par exemple ce sanglier là, qui n'est pas chassé de façon optimale, ou ce scout qui marque des petits temps d'arrêt. Certes, corriger toutes ces petites fautes va faire de nous un meilleur joueur, mais vous risquez de vous éparpiller dans vos efforts. C'est pourquoi j'ai choisi une approche qui est l'identification des priorités, et pour cela, je vous invite à rechercher les erreurs récurrentes, car ce sont ces récurrences qui auront un impact sur les prochaines parties, contrairement à des erreurs situationnelles qu'on n'est même pas sûr de refaire, puisqu'on ne rencontrera jamais l'exacte même situation. Tout d'abord, faisons un peu connaissance avec notre joueur. Jetons un coup d'œil à son profil. Comme vous pouvez le voir, on a affaire à une personne en progression constante depuis plusieurs mois. C'est un bosseur, un tryharder comme il dit, et son implication et sa motivation sont réelles. D'ailleurs, big up à lui, car il a pris le temps de m'envoyer un fichier texte dans lequel il développe son plan de jeu et me parle des forces et les faiblesses qu'il a identifiées. Alors, aux alentours de 1300 Elo, la première chose qu'on va regarder, c'est son BO, son build order, car beaucoup ne maîtrisent pas encore cet aspect. Ça tombe bien puisque les BO sont un de ses points forts si on en croit ce qu'il dit. À ce niveau, les seules choses dont on va s'assurer, c'est qu'il maintient sa production de villageois, qu'il scoute efficacement et qu'il dispose des ressources suffisantes pour engager correctement l'âge féodal. So, without further ado, let's jump into game 1. And in the red chunk, good stirrer. Non, je déconne, non, on va la faire sobre. Alors, donc les péons instantanément lancés, le scout qui colore direct les moutons, un mouton à l'exploration, probablement un deuxième, les péons qui sont bien redirigés vers la bouffe, le scout est bien actif, pour l'instant tout va très bien. Ok, on voit que le scout passe d'abord sur le devant de la base, hein, donc pour colorer rapidement les moutons qui pourraient y être et qui seraient plus susceptibles de se faire lame par son adversaire. Donc je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire. Pareil, on a pu voir un peu les moutons qui scoutaient plutôt à l'arrière de la base. Donc ça, pareil, pour éviter de se faire lame les moutons, c'est préférable. Hein. La production de péons qui est nickel. Un bon timing sur le deuxième sanglier. Toujours la production de péons nickel. Il n'a pas eu besoin de faire le loom. Le scout qui part bien scouter. Alors ça, j'ai vu dans quasiment toutes ces games, il essaye de gratter un péon avec son scout. Pourquoi pas, dans la mesure où il y parvient. Je sais pas si ça vaut le coup honnêtement de sacrifier son scout contre un péon. C'est assez délicat, je pense que le trade est à peu près even. Mais voilà, il a pas mal de succès avec. À voir. L'âge féodal qui est cliqué, alors j'ai passé un peu vite là, ici donc à 20 de population, il a réussi à faire ses 2 camps de bûcherons, la caserne est posée dans les temps, on a une petite maison d'avance, voire même 2 petites maisons d'avance. On va prolonger un petit peu notre visionnage de ce build order, puisque pour l'instant il n'y a pas encore réellement besoin de s'adapter. L'écurie qui est posée avec 2 péons, donc un bon compromis je trouve entre la perte d'économie et le fait de poser rapidement le bâtiment. Et ici, il a bien... Alors, j'ai pas fait gaffe, on va vérifier qu'il a bien développé ses améliorations économiques. Ouais, il a réussi à développer ses améliorations économiques. Donc, franchement, pour ce niveau-là, je veux dire 1300 d'élo, arriver à faire 20 de population aussi proprement avec les upgrades économiques, moi, je dis chapeau. Donc, build order validé. Et ça rejoint ce qu'il disait, il a de bons BO, mais des difficultés à s'adapter après l'ouverture. On va donc passer directement à la partie qu'on aime tous. La stratégie documentalisée sur la plupart... Alors, dans le fameux fichier texte qu'il m'a envoyé, il était question de développer son plan de jeu avant de jouer ses games de tournoi.
La première chose qui m'a frappé en lisant son plan de la game 1, c'est l'absence d'informations sur la composition visée en late game et l'absence de conditions de victoire explicites. Soyons clairs, il est très difficile de s'adapter à partir du néant. Si j'ai, supposons, une grappe de fantassins à arc comme armée principale, et que mon adversaire sort des tirailleurs, comment puis-je les contrer ? Alors on peut penser en termes d'unité, par exemple sortir de la cavalerie, sortir des mangonaux, sortir soi-même des tirailleurs. Mais il y a d'autres possibilités. On peut par exemple jouer sur la contre-attaque et l'évitement, jouer sur la technologie et la micro-gestion avec balistique, jouer sur le surnombre, si l'adversaire n'a pas encore la masse, ce qui est plausible, puisque si ces tirailleurs viennent d'une transition, cela a un coût. Et donc toutes ces possibilités donnent le tournis. Mais quand on couple ça avec notre composition visée en late game, l'adaptation apparaît clairement, puisque seront privilégiées les adaptations qui vont dans le sens de cette composition. Par exemple, si ma composition idéale est arbalétrier plus hussard en mid-shield, il est facile de comprendre que mon adaptation sera d'ajouter de la cavalerie. Si ma composition visée est arbalétrier plus onagre, je vais sortir mangono. Si ma composition visée est cavalerie plus tirailleur, l'adaptation sera cavalerie ou tirailleur. Si ma composition visée est onagre piquier, l'adaptation sera mangono et ou jouer sur la contre-attaque avec mes archers. Puisque je compte m'en débarrasser et ne plus les upgrader, je vais chercher à les trade en mode kamikaze contre le maximum de péons adverses. Si ma civilisation est britannique, je ne suis peut-être pas obligé de m'adapter, car ayant plus de portée, je peux peut-être gagner sur du hit and run. L'idée c'est qu'une transition est coûteuse. Prenons l'exemple d'une transition de cavalerie légère. Cela va coûter en nombre de ressources, 2 fois 175 de bois pour poser 2 écuries, et encore je compte même pas le temps pendant lequel les villageois construisent et donc ne récoltent pas, 150 pour l'élevage, 250 pour les lignes de sang, 200 pour l'upgrade cavalerie légère, et 550 pour les 2 premières upgrades de défense, soit un total de 1500 de ressources. Nos 4 premières cavaleries légères vont donc coûter 4 x 80 plus 1500, ça fait 1820. C'est plus que ce qu'il n'en faut pour passer l'âge impérial. Ce choix est donc un choix responsable et sera d'autant plus judicieux que les technologies et les bâtiments seront utilisés tout au long de la game. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, plus on va se servir de ces infrastructures, moins les unités nous coûteront cher. Et donc ça, ce sera notre premier concept clé de la vidéo, le coût de la transition. Alors, reprenons notre game où nous l'avons laissé. On va essayer de voir comment ce concept clé s'applique dans cette game. On va voir que Goodstuber part sur un build homme d'armes. Donc très rapidement, les choix qu'on a quand on fait cavalerie, c'est soit de contre-attaquer et de gérer les hommes d'armes avec du quick wall, ou bien de prendre le trade, les scouts contre les hommes d'armes, mais en sachant que c'est un mauvais trade, il faudra attendre d'avoir au minimum une cavalerie légère de plus que le nombre d'hommes d'armes pour compenser. Et ici déjà, on va voir qu'il y a une multitude de petits engagements qui sont pris et qui sont pas bons. Vous voyez ici on a 2 unités contre 4. On va en voir d'autres un petit peu par la suite. Bon là il y a un petit oubli de quick wall. Bon c'est pas des erreurs sur lesquelles on va s'attarder. Alors en temps normal, voilà par exemple ce trade là. En temps normal je m'arrêterai pas sur ce genre de petites erreurs, parce que je pense que notre ami le sait, mais il y a chez lui quand même une récurrence de prendre ces mauvais trades, vous voyez. Encore ici par exemple. Et ici, par exemple, cette cavalerie qui va être donnée encore. Donc tous ces petits engagements là, quand on est en sous-nombre, sont vraiment très mauvais. Et ici, les hommes d'armes de Goodstuber ont fait vraiment un café incroyable. Alors on va mettre pause à partir du moment où les hommes d'armes ont été clean. Donc la priorité, c'est d'aller scouter l'adversaire. Et il faut également maintenir la production de scouts pour nous aider dans cette tâche. Donc ici, ce sont 2 petits manquements, je pense. Il faudrait que cette cavalerie légère parte immédiatement scouter et voir un petit peu ce qu'il y a. Alors on peut voir qu'un camp de tir à l'arc a été posé en mode blind, vu qu'on n'a pas eu l'information à l'aide de notre scouting. On n'est pas certain que notre adversaire part sur des archers. Donc ici, ces tirailleurs qui sont produits, c'est une décision qui se fait au mind game. Alors,
Idéalement, cette transition-là ne doit pas se faire en mind game, même si notre adversaire est éthiopien, car si il entre lui aussi dans un mind game, on peut se retrouver perdant. Hein, par exemple, s'il se dit je suis éthiopien, il va penser que je fais des archers, donc il va faire des tirailleurs, donc moi je vais faire de la cavalerie, on va se retrouver perdant. Donc on va toujours favoriser, lorsque c'est possible, un play solide basé sur le scouting. Hein, on reviendra plus tard sur le scouting dans cette vidéo. Alors petite info ici, voilà, il est 17h32, on a l'info à ce moment-là. On voit qu'il y a une petite grappe d'archers, qu'ils ont le fletching et qu'ils sont accompagnés par 2 lanciers. Donc on connaît la composition d'armée de notre adversaire. Ici, 2 choix s'offrent à nous. La cavalerie ou des tirailleurs. Le choix de la cavalerie, de manière générale, permet, grâce à la mobilité, de se créer une occasion de clean l'armée adverse et de mettre une contre-pression. A l'inverse, le choix des tirailleurs est plus efficace dans les affrontements frontaux, mais on ne pourra pas forcer l'engagement et donc contre-presser aussi efficacement. Hein. Si on a de la cavalerie et qu'on est en capacité de clean cette armée-là, on va pouvoir la clean. S'il y a des tirailleurs, notre adversaire va simplement reculer et on n'aura pas la vitesse pour le rattraper. Alors on va accélérer un petit peu. Ici les tirailleurs qui sont sortis en défense. Pour l'instant, voilà, on tourne un petit peu avec les scouts. Ici on a quelques trades favorables qui vont être pris. Impeccable, on défend son wall. Alors ici, on entre. Ça pourrait être intéressant, au lieu de taper sur les péons, bon même si là on en prend 2, mais ça pourrait être intéressant d'aller scouter pour voir un petit peu les bâtiments de notre adversaire. C'est intéressant de voir combien il a d'archerie, et s'il y a une écurie par exemple. Est-ce qu'il y a des gens sur la pierre? Est-ce qu'il y a un nombre incroyable de fermes ou bien très peu? Alors ici, ligne de sang qui est développée, donc on a une intention de faire de la cavalerie. Ici, logiquement, à ce timing-là, on sort avec le chevalier pour prendre l'info. Hein. Là, on est complètement dans le noir, on n'a pas de map control. Donc on est censé sortir pour prendre l'info, notamment le nombre. Combien est-ce que notre adversaire a d'archers? Il faut qu'on ait une estimation. Donc ici, le chevalier qui devrait sortir et prendre cette info. Hop, à ce moment-là, on obtient l'information, on voit un peu le nombre ici, on voit que c'est accompagné par des piquiers. Donc quelle va être la réaction ici? On va voir, la réaction ça va être, vous voyez ici, 3 péons immédiatement sur l'atelier de siège. Alors, combien d'entre vous auraient eu cette réaction? Parce que regardons un petit peu ce qu'on a. Alors, je viens de faire le petit calcul. Ici, donc, on a 2 écuries qui nous coûtent 350 de bois, les lignes de sang et le plus 1 de défense qui nous coûtent 400 de ressources, et nos 6 chevaliers nous coûtent 810, c'est-à-dire qu'on a déjà 1560 de ressources investies dans la cavalerie. Quant aux tirailleurs et au camp de tir à l'arc, donc le camp de tir à l'arc 175, les 9 tirailleurs, je vous ai parlé les calculs, ça représente 540 de ressources. Et le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, ça fait 250. Donc on a 965 de ressources engagées sur les tirailleurs. Donc 965 plus 1560 dans la cavalerie. Et pourtant on investit dans cet atelier de siège, alors qu'on vient tout juste de passer le gros pic. Hein, rappelez-vous de notre graphique, je vous le remets ici. On vient de passer ce gros pic du début d'un commitment dans une branche technologique, et c'est à partir de maintenant que ça va devenir de plus en plus rentable de persister dans cette voie. Or ici, on sort une troisième transition, un petit peu si j'ose dire, une troisième branche, on transitionne sur une troisième branche, et donc notre concept clé, on voit que il n'est pas super bien respecté ici. De plus, les mangonos signent la perte de notre mobilité, de notre potentiel de contre-attaque. Et en fait, on va voir que le fait de ne pas avoir commit dans une branche va faire que notre play va manquer de puissance, ça va manquer de punch. Au moment où ces archers arrivent ici, regardez, nos tirailleurs sont incapables de prendre des trades efficaces, alors qu'ils sont designés pour, donc ils se font tuer, et nos cavaleries également ne peuvent pas engager. Alors j'ai oublié de mettre pause, mais on peut voir à 30 minutes, on avait le plus 2 ici, donc Botkin Arrow qui a été recherché.
Par contre, voilà, on a recherché la technologie, mais on ne commit pas sur la production des unités qui vont avec. Donc on ne fait qu'accentuer finalement notre investissement, mais sur le terrain, on n'a pas la puissance qui est en jeu. Alors bon, ici là, on prend encore quelques mauvais engagements. On va voir encore à nouveau ici un mauvais engagement qui a été pris. Donc c'est pour ça que, bon, comme je disais, c'est pas des choses sur lesquelles je m'attarde parce que les gens le savent, hein, ça va rien lui apprendre à notre ami Kokazi, mais j'aime quand même à lui faire remarquer que c'est assez régulier que des unités sont données comme ça. Ici le château qui pop. Et on n'a plus grand chose à voir dans cette game. Je vais la laisser quand même un petit peu tourner. Bon là on peut voir hein, le militaire 53-0. Donc en fait tout ce qui va se passer c'est que l'armée de Goodstuber va continuer de prendre de la value. Et on n'a rien pour y faire face tout simplement. Je vais laisser comme j'ai dit tourner un petit peu la game parce que vous allez voir. On va voir Goodstuber ici qui va complètement commit alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Et cet onagre là qui va faire mal, voilà. Et un deuxième onagre qui sort et qui fait très mal aussi. Donc pour le plaisir des yeux, on a laissé cela se produire. Derrière la game n'a plus grand intérêt, on est beaucoup trop derrière à ce moment là. Alors on va donc pouvoir introduire maintenant notre deuxième concept clé, qui est en fait une implication du premier concept. C'est que si la transition a un coût, alors l'absence de transition n'en a pas. Ça signifie que si on commit sur une branche technologique, on est certes moins flexible, mais toutes nos ressources sont investies dans une branche et donc nos unités full upgrade ont un coût qui tend à être leur simple coût de production, contrairement à une composition de 2 ou 3 unités de branches technologiques qui auront plus de mal à sortir du début onéreuse de cette courbe hein, qui représente les infrastructures, donc les bâtiments et les technologies principalement. Ce deuxième concept clé, on va l'appeler le power play. Et c'est exactement ce qu'a fait Goodstuber dans cette game. Si on regarde un petit peu, j'ai remis vers le milieu de game, le setup de Goodstuber, il est très simple. C'est une forge, 2 camps de tir à l'arc, et rien d'autre. Le reste, voilà, ou là une université, mais tout est dans la même branche en fait. Tout sert à développer ces fantassins arcs. On pourrait dire, je viens d'y penser, que oui, mais il a un petit peu diversifié en faisant des piquets, mais la caserne est nécessaire à la pose des camps de tir à l'arc, donc ce coût-là, en fait, il est inévitable, donc il ne doit pas être compté. Et le coût du développement des piquets également, qui est gratuit pour les Éthiopiens. Donc on a Goodstuber qui est vraiment en mode full power play. Et on peut voir que ça produit non-stop ici. À aucun moment il s'est posé la question de se dire oula attention mangono, tirailleurs, cavalerie, tout ça va me contrer. Non, en fait il sait que lui ce qu'il va avoir sur le terrain ça va être punchy. Vous pouvez voir, hein, il maintient en fait sa production tout le temps. Alors là, évidemment, au moment où je dis ça, alors voilà, là il sort un atelier de siège, ce qui est pas mal, étant donné qu'il a le map control, son armée peut battre l'armée de son adversaire. Je parlerai peut-être un petit peu de ma vision de l'utilisation de l'atelier de siège, mais on est dans le cas où c'est avisé. Mais son setup de base reste quand même commit sur une unité. Et une fois qu'il a le map control seulement, il rajoute du siège. On va maintenant passer à la vitesse de l'éclair sur une game que j'ai jouée en 2v2 avec Kokazi qui illustre bien le principe du power play et qui nous conduira à notre troisième concept clé. Ici, on va se focaliser sur l'utilisation de l'écurie. Ici, on peut voir que aussitôt posé, la production commence. Vous constaterez que les seuls moments où cette production s'arrête, c'est lorsque je n'ai pas assez de nourriture. Ici, on peut voir que, parce que je n'ai pas trade défavorablement, je peux prendre un engagement en surnombre, sans possibilité pour mon adversaire de back, grâce à la mobilité des scouts. J'ai maintenant 18 fermes,
l'économie doit s'adapter au power play qu'on fait. Ici on commit encore les lignes de sang. À partir de maintenant, c'est le seul moment où la production s'arrête, uniquement parce que j'ai pris le map control et que je veux utiliser cet avantage pour passer château. On peut voir que dès que l'âge des châteaux est cliqué, on reprend la production de scout. L'idée, c'est d'obtenir un power spike au début de l'âge des châteaux avec l'upgrade cavalerie légère et élevage. La deuxième écurie est prête et on développe instantanément les deux upgrades. À ce moment-là, je peux développer le plus 2 de défense, mais je préfère produire des chevaliers à la place, toujours dans cette idée d'utilisation intensive des écuries. Maintenant, je peux développer le plus 2 sans interrompre la production des chevaliers. Bien que notre ami Caucasie ait bien affaibli notre opposant, on peut sentir sur cet engagement la puissance du powerplay. Cette production ininterrompue des écuries est d'autant plus remarquable que ce sont des écuries 1 qui vont plus vite. Alors, avec nos deux premiers concepts clés, on comprend en partie pourquoi je n'ai pas switch sur quelque chose d'autre en voyant le nombre de spears jaunes. Mais il y a également une autre raison, et c'est là qu'intervient notre troisième concept clé, l'inertie de la game. Alors l'inertie, du mot inerte, décrit en physique le comportement d'un corps auquel on n'applique aucune force. En l'occurrence, ce que j'appelle l'inertie de la game, c'est de voir où la game va nous mener si on maintient le cap, si on ne met pas un coup de volant stratégique. Ici, nous avions décidé de jouer méta, c'est-à-dire un joueur qui fait de la cavalerie et l'autre des archers. Ce plan est solide et permet à Caucasie de m'aider à tuer les piquiers si je me fais submerger. L'inertie de la game est donc bonne pour nous. Je n'avais donc pas besoin de switcher. Ça aurait même été mauvais puisque je serais alors sorti du plan, sorti de notre composition d'unités visée. Mais dans certains cas, l'inertie est en notre défaveur, lorsque notre powerplay se fait contrer par le powerplay adverse. C'est en général le bon signal pour entamer une transition. C'est sur cette mécanique que prend place la stratégie avec un grand S, à savoir parvenir à mettre en place son powerplay, généralement boosté par les bonus de notre civilisation, tout en empêchant l'adversaire d'en faire autant. Alors dans ce concept d'inertie, il est parfois difficile de savoir si notre powerplay va gagner ou non contre le powerplay adverse. Dans un cas typique, par exemple, entre quelqu'un qui investit dans de la cavalerie et l'autre qui investit dans des archers, il n'y a pas réellement de gagnant en fait. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc il va falloir également inclure dans ce concept d'inertie l'économie. Ça c'est beaucoup plus facile d'en juger. Si on sait qu'on est derrière en termes d'économie, par exemple après que notre adversaire ait sacrifié une partie de son armée dans un raid, alors l'inertie va passer en notre défaveur. C'est-à-dire que le temps, en final, va jouer en notre défaveur. Il faudra donc mettre un coup de volant stratégique en passant à l'offensive à ce moment-là. De la même manière, et c'est ce qu'on va voir dans la game suivante, si on est face à un adversaire qui est trop passif, trop défensif, on peut, simplement en posant des forums supplémentaires, inverser l'inertie de la game, ou du moins faire en sorte qu'elle soit en notre faveur. Alors 22 de pub avec les Chinois. Very standard stuff. Une écurie. Alors voilà, on voit le wall ici. Déjà le wall nous donne une indication un petit peu sur l'inertie, à savoir que c'est un investissement. Donc voilà, par exemple notre adversaire ici qui n'a pas de ferme, alors que nous on a quand même pas mal de fermes. Donc cet investissement en termes de ressources ne pouvant être investi dans l'économie, a priori on prend déjà un petit lead en termes économiques.
En plus on prend un péon ici. Alors là on a les archers qui partent. On va se mettre un petit peu ici. Et ici voilà, on va voir quelque chose d'assez inhabituel. On scoute un château directement. On va regarder un peu comment elle est l'inertie de la game ici. On a notre adversaire qui sort un château, qui donc a peu de chances à la fois d'être agressif et à la fois d'avoir lui-même une forte économie. Or nous, on est déjà sur 2 forums. Donc, quid de l'inertie de cette game en fait? Elle est à notre avantage, mais on peut la faire basculer encore plus à notre avantage en rajoutant des forums. Ici, j'avais parlé, quand j'avais parlé de cette game, de ne pas sortir cette université et de faire directement, donc là on a le 3e forum, et de faire un 3e et un 4e forum dans cette situation. Parce que là en fait, surtout quand on entre ici, voilà, on prend l'info, voilà, on a l'info de l'atelier de siège en défense, des tirailleurs en défense et du château en défense. Mais la présence de tous ces éléments défensifs là fait qu'on est safe et que donc pour faire basculer l'inertie de la game encore plus en notre faveur, on peut sortir un 4e forum dans cette situation. Donc là c'est une erreur stratégique de la part de son adversaire qui n'a rien prévu pour mettre la pression. C'est assez rare, c'est pour ça aussi que je monte cette game, c'est assez rare qu'on puisse faire 4 forums dans une game d'Arabia et que ce soit, je pense, le meilleur play. Donc on vient de voir une game où une erreur stratégique de notre adversaire nous a permis d'avoir le lead inertiel, c'est-à-dire une économie safe, et donc il faut en profiter. L'erreur à surtout ne pas commettre, c'est de vouloir mettre de la pression et de s'empaler sur ses structures défensives, que ce soit son atelier de siège, son château, etc. Et là on va voir une game dans laquelle c'est l'inverse en fait, c'est notre joueur Caucasie qui va faire une erreur stratégique, une erreur de build order, on va voir qu'il ne va pas investir dans les bateaux de pêche sur une map hybride, ce qui va lui donner un retard économique. Et donc l'inertie de la game étant en sa défaveur, il va falloir qu'il mette la pression. Donc on est dans la situation totalement inverse et je trouvais ça intéressant de montrer 2 games totalement différentes sur ce point de vue. Alors ici on a un 20 de population avec les Bulgares, caserne qui est sortie. Dans cette situation, on a la pression, non pas que voilà, notre adversaire arrive, mais on a la pression pour mettre la pression à notre adversaire. Donc il va falloir qu'il y ait du commitment sur ces scouts et il va falloir en faire un power play. Si ça rentre, si on regarde, on va faire une petite pause ici. Donc notre adversaire a bien investi sur l'eau. Donc là, il va prendre le large et par contre... En conséquence, il est en retard. On peut voir qu'on a déjà 2 scouts chez lui et il n'a pas encore commencé à produire de scouts, si je dis pas de bêtises. Voilà la question là. Pourquoi est-ce qu'ici on ne produit plus de scouts? Quelle est l'inertie de la game à ce moment-là? Si on ne fait rien, ces villageois supplémentaires vont finir par creuser un écart qui sera plus possible de rattraper. Donc ici, peut-être poser camp de tir à l'arc aurait été avisé. Bon, au lieu de ça, on décide de passer HD château. Donc là, on a un petit peu laissé passer notre chance de presser à l'âge féodal. On va voir qu'il est toujours temps de le faire à l'âge des châteaux. La deuxième écurie que j'étais en train de chercher, qui est en train d'être sortie. Et là, ligne de sang, élevage. Alors... c'est un peu dommage de commencer par ligne de sang et élevage dans cette situation, puisqu'on n'a pas, si on regarde bien, on n'a aucune unité de cavalerie en fin de compte sur la map. Donc c'est un investissement qui va mettre 0 de puissance sur le terrain. Si on commence par des chevaliers, au moins on a de 2 premiers chevaliers, et on va pouvoir aller prendre l'information, et quand on développera nos technologies plus tard, elles seront instantanément disponibles pour nos unités. Donc ici, pour moi, il faut commencer par des chevaliers et les envoyer scouter. D'autant que là, il ne le sait pas encore, mais on a une belle info à prendre ici. Cette pierre-là, qui est prise par le joueur mongol, il faut que ce soit pris en compte. Donc ici, on développe les technologies, regardez.
derrière les chevaliers, d'accord. Et là, les chevaliers qui ne partent pas. Les chevaliers qui en fait devraient être en chemin depuis un moment. Parce que là, on est en train de laisser miner la pierre à notre adversaire. Et on n'a pas l'info. Donc, je dis pas qu'on aurait pu l'empêcher de miner, hein. Manifestement, là, il y a quand même pas mal de piquets. Mais l'info, avoir l'info avant, ça permet quand même de s'adapter avant. Donc là, on décolle à 24 minutes 30 à peu près, mais c'est beaucoup trop tard. Et ici, toujours pas d'infos sur ce château qui est là. Alors que c'est ça qu'il faut chercher en premier, hein. Quand on n'a pas encore décelé la compo d'unité de notre adversaire, il faut la chercher. Là, on peut voir qu'on a commit quand même assez fort, à peu près 9 chevaliers, mais on ne les a pas utilisés. Quand on fait des unités mobiles, comme de la cavalerie, il y a aussi de la value qu'on peut prendre avec qui est de type d'exploration en fait. Le fait de pouvoir back avec son unité et rentrer et se mettre à l'abri, ça permet de prendre de la value d'exploration. Voilà, arrivé ici, on a l'information sur les Mangudai. En l'occurrence, l'information est récupérée 5 minutes plus tard que si on avait respecté notre 4e concept clé, la friction. Lorsqu'on fait une unité, elle peut défendre, mais lorsqu'on n'est pas attaqué, il ne faut pas se résigner à se dire qu'elle ne nous sert à rien, ou qu'elle nous servira plus tard quand on attaquera. Dès qu'elle est sur le terrain, elle peut prendre de la value par sa simple ligne de mire à la recherche des unités adverses ou des bâtiments. Aussi, de manière générale, on cherchera toujours à être en friction avec son adversaire. C'est cette friction permanente qui donne l'information. En l'absence d'information, c'est-à-dire concrètement lorsqu'on ne voit pas l'armée adverse, notre unité va prendre de la value directe en faisant des dégâts économiques jusqu'à forcer l'adversaire à cracher l'info. Donc comme dans mon habitude, je vais prendre le contre-pied du titre de la vidéo en concluant que si on a un plan de jeu solide à la base, c'est-à-dire un power play sur lequel on va commit, alors on aura des unités sur le terrain pour se défendre, prendre l'info par la friction et punir si nécessaire. Et s'adapter en fonction de l'inertie en privilégiant une adaptation qui reste dans le cadre de notre plan, simplement en privilégiant économie ou militaire. Une adaptation n'est pas un changement de plan, simplement on va modifier l'ordre de construction de nos bâtiments. Supposons que votre setup visé soit celui-ci, 4 forums et 7 écuries. En cas de pression subie ou pour mettre la pression soi-même, on peut commencer par ajouter les 3 écuries et rajouter plus tard les forums. En cas de game plus tranquille, on peut commencer par les 3 forums, puis plus tard les écuries. Dans ce cas, on peut choisir de skip le 4e forum. Dans une game un peu plus entre les deux, on peut rester flexible à un bon moment en étant sur 2 forums et 2 écuries, puis s'adapter en ajoutant soit les forums, soit les écuries en premier. Ce levier d'adaptation a l'avantage de ne pas faire payer les coûts de transition. Et donc je vous le recommande autant que faire se peut. Alors on va revenir un petit peu à notre concept de friction. Et pour ça on va regarder un morceau, un passage d'une game de Doubt versus Viper en arène. À partir du moment qu'ils ont eu des unités militaires sur le terrain, à aucun moment ils n'ont pas été en train de se courir l'un après l'autre, quoi. Que ce soit Viper, que ce soit Doubt, ils sont tout le temps, vous voyez, ici ça back, hop, dès que ces unités sont libres, elles partent en avant, hop, et là on tourne, et regardez, là ici il vient chercher l'info. Vous voyez, les unités sont non-stop en train de tourner. Dès que Doubt reprend le map control, regardez, il vient prendre l'info immédiatement. Vous voyez, hop. Donc c'est ça, cette friction permanente dont je parle. Ici, il n'y a même plus besoin de scouter à proprement parler en fait. Vous voyez, c'est tout le temps, les unités sont tout le temps en ligne de mire l'une de l'autre.
parce que il faut être présent au cas où on peut prendre un bon trade, et il faut prendre l'info au cas où on peut pas prendre un bon trade, il faut quand même récupérer l'info. Alors j'ai remis un petit peu cette game là parce que je sais qu'il y a un moment donné où il y a une contre-attaque qui est lancée et où justement ce principe de friction qui aurait dû être en place aurait pu l'éviter. On peut voir ici que l'armée de Caucasie n'est pas si mauvaise, hein, on a de quoi faire face à ces Mangudai, mais le fait qu'on ne recherche pas le contact, ça permettrait, hein, je vais parler au conditionnel, à ces Mangudai de tout simplement de contourner et d'aller contre-attaquer. Et on va voir que c'est ce qui va se passer à un moment dans la game. Alors à ce moment-là de la game, on peut voir que les Mangudai sont partis. Ici, ils sont hors de vision. Logiquement, moi ce que je recommande dans ce concept de friction, c'est de toujours localiser l'armée de l'adversaire. Ça permet de savoir de quoi elle est composée, tout simplement. Ça permet de cliquer sur ses unités pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est au niveau de ses upgrades. Et tout simplement, la localiser, ça évite de se prendre des contre-attaques surprises. Ça permet également de chercher à la localiser, que en cas de contre-attaque surprise, l'armée de notre adversaire ne va pas être en défense. Donc on va pouvoir, nous aussi, causer des dégâts économiques. Et ici on peut voir que voilà, l'armée de Mangudai qui arrive en haut. Là pourtant on est en friction avec l'armée de notre adversaire, mais on a perdu de vue ces Mangudai, vous voyez. Et là voilà ce qui se passe. Donc il faut toujours se demander où est l'armée quand on ne la voit pas, et être prêt à la contre-attaque. Donc finalement, la majeure partie du temps c'est cette friction qui va nous donner l'info. On pourrait traiter du scouting avec le scout de base, mais c'est au fond exactement la même chose. On se comporte avec le scout comme on le ferait avec notre armée. Le seul petit élément que j'aimerais apporter, c'est de connaître les timings de début de partie pour scouter volontairement à ces moments précis. Il s'agira du timing de pause de la caserne pour tout ce qui concerne les drushs avant et après moulin, et du timing de passage à l'âge féodal qui nous informera sur les bâtiments choisis par l'adversaire. Après ça, la plupart du temps, la friction prend place. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On a pu voir 4 concepts clés à retenir et appliquer dans vos parties. D'abord, le premier concept nous apprend que l'investissement dans une branche technologique est onéreux sur le court terme. C'est pourquoi, en cas de switch, on privilégiera ce qui va dans le sens de notre compo late game et donc le long terme. Ensuite, en découle réciproquement notre deuxième concept, le power play, qui dit que moins nous diversifions nos investissements, plus notre puissance brute sera importante sur le terrain. Entre alors en piste notre troisième concept, qui est là pour nous aider à la prise de décision. En cas d'inertie, donc en ne changeant rien, où va la game? S'il est clair qu'on se dirige vers la défaite, alors il faut mettre en place une adaptation. Si possible, privilégier une adaptation sans switcher d'unité, mais plutôt sur le choix entre économie ou militaire. Ensuite, on a pu voir que la prise d'informations nécessaire à toute cette adaptation se fait tout au long de la game par le principe de la friction. En début de game, on va chercher à voir les bâtiments de l'adversaire, et ensuite c'est surtout la position de son armée qu'on va chercher. Allez, un petit bonus spécialisé pour notre ami, et on va sortir du cadre assez général de la vidéo pour te mettre au défi personnellement. Ce qui m'a marqué dans tes parties, c'est que tu es rarement à l'initiative. Tu te retrouves souvent à subir le power play de ton adversaire. Je suis sûr qu'au judo, tu as appris à te servir de l'élan de ton adversaire pour le contrer, mais ce n'est pas que lorsqu'il attaque qu'il est vulnérable. Tu peux également le déstabiliser activement en prenant toi-même un risque. C'est pourquoi je t'invite à expérimenter le power play. Produis intensément une unité, commit davantage sur le militaire et essaye de presser, quitte même à rester sur un forum seulement au début d'âge des châteaux. Incorpore les timing push, par exemple produire des archers pendant le passage vers l'âge des châteaux, puis les upgrader sur le chemin pour une attaque puissante et bien timée. Plus tu auras de puissance brute, plus c'est l'autre qui dépensera dans une transition pour s'adapter. À ce moment-là, c'est déjà une victoire sur le plan stratégique. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous en aurez tiré quelque chose, que vous avez passé au moins un bon moment en la visionnant. Si certains éléments manquent de clarté, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye!